Bienvenue chez Impact, le balado qui fait réfléchir sur notre façon de voir le leadership. Je suis Mélanie Desnommé. Ici, on explore comment les défis deviennent des catalyseurs de croissance, comment l'authenticité inspire la confiance et comment chaque impact, petit ou grand, peut transformer. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Jean-Pierre Lévesque-Boulay, un dirigeant que j'ai eu la chance de côtoyer à travers mon parcours professionnel, qui est spécialisé dans la transformation. Il a travaillé dans différents contextes de fusion-acquisition, développement de produits et d'accélération de la croissance. Aujourd'hui, ensemble, nous allons réfléchir sur nos expériences et vous partager nos apprentissages et aussi quelques pièges à éviter. Jean-Pierre, bienvenue chez Impact, notre balado qui fait réfléchir sur nos façons de voir le leadership. Merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce premier balado sur comment leader une évolution avec succès. C'était un grand... merci de m'inviter. C'est un honneur pour moi. Je voulais te dire merci de me donner cette confiance-là. J'ai toujours dit quand tu as été, entre autres, une de mes anciennes partenaires RH, alors que tu me demandes de parler sur ce sujet-là qui me passionne. Puis je pense que c'est ce qui nous unit aussi dans nos passions, mais c'est quand même un grand honneur et un super privilège. Fait que longue vie à toi. Puis ça me fait plaisir de t'accompagner là-dedans puis d'avoir cette discussion-là ce matin. Merci beaucoup. En fait, pour moi, c'est naturel. Quand je pensais à comment l'idée une évolution avec succès, ton nom ou ton visage, en fait, m'est rapidement venu à l'esprit, en fait, parce que j'ai eu la chance de te voir en action. Pour moi, oui, tu as étudié la gestion de l'innovation, mais tu as aussi travaillé, un peu comme moi, toute ta carrière dans ce genre de contexte-là. Ouais. Comme professionnel, comme leader, pour moi aussi, tu es comme un chat GPT humain. Une de tes forces, c'est que tu modélises les concepts, tu les intègres à une vitesse assez impressionnante, mais aussi, je trouve que ta plus grande force, c'est que tu rallies les gens autour de l'innovation. Ouais. Puis, selon moi, encore plus important, c'est que t'aides les gens à grandir dans le processus, puis tu as le courage aussi de grandir aussi et d'évoluer même comme leader là-dedans. Bien, merci. Parce que pour moi, le changement, en fait, ça commence par soi. Puis toi, t'as pas peur de travailler sur toi. Puis je trouve que c'est un plaisir de te côtoyer puis de te voir évoluer. Bien, c'est gentil. Si je peux peut-être de commenter là-dessus... c'est pas facile de travailler sur soi, là. Puis je vais être très transparent, très honnête avec toi. Ça fait pas 20 ans que je le fais non plus. Mais il est arrivé un moment où tu te dis, bon, écoute, si tu veux continuer à évoluer exactement à ton point, tu te rends compte que dans le fond, tu marches avec des paradigmes, là, puis des raccourcis, puis des connexions là-dedans. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tes anciennes connexions, tes anciennes façons de faire marchent plus ou moins. Fait que là, c'est d'aller comprendre ça, d'aller défaire ça, puis d'aller en créer d'autres. C'est très difficile. Parce que ça demande de l'introspection, puis ça demande de comprendre pourquoi qu'on agit comme ça. Donc, des fois, il faut ouvrir des petites affaires qu'on était moins habitué d'ouvrir. Puis, on peut pas se détacher de qui on est, là. Fait que, puis d'aller travailler ça, puis de comprendre pourquoi, puis c'est quoi ces mécanismes, puis l'ego là-dedans, puis tout ça. Fait que c'est pas facile, mais quand on fait l'exercice, ben c'est là qu'on le voit le changement, puis c'est là qu'on voit que son impact, ses façons de se comporter dans des situations changent, évoluent. Ta perspective change. Fait que c'est là que tu vois qu'il y a comme un bénéfice. Fait que ça crée un petit peu un cercle vertueux, là. Fait que tu dis, OK, ben j'ai des liens à faire ça, je vais continuer, puis voilà. Puis je sais un peu comme moi, tu es un peu passionné par ce type d'environnement-là, d'évolution organisationnelle. Puis je sais pas pour toi, mais moi, mon expérience, en fait, que peu importe l'industrie ou le type d'entreprise, la taille, il y a comme toujours des contextes, en fait, similaires. Puis ce que j'ai pu observer, c'est que ça débute quand les revenus sont plus au rendez-vous, quand la compétition perturbe, les comportements des consommateurs changent. Une organisation, en fait, doit se réinventer. Yep. Puis c'est là que, en fait, les impacts sont, selon moi, multiples, mais peuvent varier dans un certain sens. On va voir que le produit court à sa perte. On doit revoir notre structure de coût rapidement pour assurer notre profitabilité. On reçoit de la pression des investisseurs. Puis là, on voit que le stress s'installe. On met de la pression sur ses équipes. Les conflits émergent. Il y a des décisions difficiles qui doivent être prises. Puis là, tranquillement, pas vite, le chaos s'installe. Oui. Puis ça, moi aussi, je l'ai remarqué. Puis c'est drôle parce que quand tu viens
de ces environnements-là, ben, tu penses que c'est ça qui est normal, là. Tu sais, se faire disrupter par un client, un compétiteur, voir des dizaines, des centaines de millions de revenus disparaître en 3 ans, etc. Moi, je pensais que c'était normal jusqu'à temps que j'aille dans d'autres secteurs, d'autres organisations à l'explorer ça. Puis, ben non, c'est pas comme ça. Puis, effectivement, cette espèce de consensus-là, moi, la façon dont je le vois, une organisation, c'est un peu comme un être humain, là, puis je me suis souvent posé la question pourquoi c'est comme ça, mais parce que c'est fait par des humains. Donc, à un moment donné, la petite collectivité que les humains forment, qui est une organisation, ben, suit de certains éléments. Il y a comme des cycles de vie. Il y a l'enfance, là, la start-up, là, on essaye plein d'affaires. Puis à un moment donné, il arrive une petite crise d'adolescence. Là. Fait que là, quand je vais être grand, je vais être qui? Là? Puis là, le bras puis la jambe, là, c'est un peu tout décoordonné. Puis à un moment donné, le passage à l'âge adulte. Là, bon, je veux m'installer, je veux bâtir les trucs. Donc, c'est jusqu'à temps un certain cycle de renouvellement. Puis bon, fait que ça, j'ai remarqué qu'il y avait des éléments comme ça. Puis l'autre chose aussi que j'ai remarqué beaucoup, c'est que, ben, dans le fond, l'organisation, elle s'installe dans un certain consensus. Là. On connaît nos clients, on maîtrise notre technologie, on prend une maturité au niveau de ses opérations, son modèle d'affaires. On devient, même comme dirigeant, on devient des experts de notre système, là, parce qu'on l'a bâti ou on l'opère. Tu rentres dans une organisation, il y a comme un consensus sur c'est comme ça que ça marche. Jusqu'à temps que, soit qu'il y ait un changement à l'interne, je sais pas, une catastrophe, quelque chose, ou, comme on voit tout le temps, il y a un changement dans l'environnement externe. Là. On le voit. Là. Moi, j'ai bâti une business d'exportation à vendre aux États-Unis avec un taux de change très favorable. Ça ne marche plus. Ma recette des 20 dernières années, elle ne pogne pas. Fait que il y a comme il y a une cassure qui arrive. Fait que là, ce consensus-là, il s'effrite. Donc, au niveau de la façon que ça fonctionne, puis un des points qu'on a souvent discuté, puis j'arrête là-dessus, mais il y a toute la notion de compétences, fait que, des compétences de marché, des compétences techniques, qu'on maîtrise du DG jusqu'à la plan. Puis là, c'est là qu'on se rend compte à un moment donné que ces compétences-là, là, ma connaissance, mes réflexes, ça marche de moins en moins. Puis ça, c'est ça que j'ai observé. Puis là, c'est là que le choc arrive. Puis là, c'est là que le chaos s'installe, parce que là, les automatismes ou les recettes qui fonctionnaient ne fonctionnent plus. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Ah, tout à fait. En fait, j'ai pu observer un peu les mêmes choses que toi. Puis je trouve ça intéressant que tu amènes cette perspective-là, en fait, de parler de l'évolution de l'être humain puis l'évolution de l'organisation, parce que j'y crois moi aussi. Puis je pense que une chose, il y a plusieurs, en fait, leçons ou apprentissages ou des pièges que j'ai pu observer. Mais il y en a un qui, selon moi, peut faire la différence là-dedans. C'est que changer, là, c'est pas nécessairement renoncer au passé. C'est un nouveau chapitre de notre histoire. Oui, c'est vrai que ça peut déstabiliser, mais c'est là que d'un point de vue de l'organisation, je trouve que le pouvoir de la marque devient notre allié. Parce qu'on sent que c'est notre raison d'être, on focus sur notre valeur ajoutée, puis on détermine des façons différentes d'avancer. Je trouve que c'est beaucoup moins déstabilisant. Puis ça s'applique aussi au niveau de l'être humain. Ce qui m'a amené ici, ce qui m'a forgé, en fait, me permet, en fait, de passer à la prochaine étape. Je peux pas être plus d'accord. Puis, tu sais, ça m'interpelle beaucoup parce que, tu sais, pour m'en faire un métier, là, diriger puis amener des transformations, c'est souvent une première crainte. En fait, c'est souvent une première crainte quand tu arrives à dire « Ouais, mais là, on va amener les affaires, puis on va changer les choses. » Puis le premier réflexe que les gens ont, c'est « Donc, ce que j'ai fait avant, c'est pas bon. » Au contraire, c'est précieux. Puis ça revient continuellement. Puis souvent, c'est souvent le piège aussi des supposés change agents là, qui débarquent en disant « Bon, c'est tout pas bon ici. Là, vous êtes toute une gang de arriérés ou peu importe. Là. Moi, j'ai réinventé le bouton 4 trous, puis je vais vous dire comment ça marche. » OK, ça fonctionne pas comme ça. Là, OK. Si les gens, non, c'est pas renoncer au passé. Au contraire, c'est ça qui t'a construit, c'est ça qui a fait de ta force. Mais, un peu comme on disait même personnellement, il arrive des moments ou des croisées de chemin où est-ce qu'il faut que tu réévalues ces expériences-là, ces connexions-là, cette attitude-là, peu importe, compétence ou autre. Puis, c'est de réévaluer, de se poser des questions, puis d'essayer d'autres choses,
c'est pas de dire qu'avant, c'était pas bon, parce que c'est ce qui t'a permis de te rendre là. Donc, ça doit pas être mauvais. Puis ça, c'est souvent un des messages clés que je dis souvent, puis il faut le répéter parce que c'est réflexe humain, je pense. Mais quand tu dis qu'il faut améliorer ça, c'est parce que c'est pas bon. Non, 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 non. Puis tout n'est pas bon, là. Donc, c'est comme, mettons, rénover une maison. Là, améliorer une cuisine, c'est pas de jeter la maison à terre. c'est correct, là. C'est juste que ta famille a grandi, puis là, ça te prend un coin déjeuner. Bon. That's it, là. On n'est pas en train de raser la maison, là. OK. Est-ce qu'il y a des fois où il faut raser la maison parce que, malheureusement, la vermine et tout ça s'est installé? Oui. Mais c'est souvent, malheureusement, trop tard parce que, justement, ces changements-là et ces évolutions-là n'ont pas été faites. Parce que souvent, nous, comme dirigeants, on se met nos propres limites. C'est pour ça que l'introspection est importante. Puis, oui, t'as amené la notion de la marque, on pourra en reparler, mais oui, c'est une belle façon de le codifier et de le véhiculer. Mais je trouve que c'est moins déstabilisant, puis ça nous amène un peu à s'ancrer sur quelque chose. T'sais, autant au niveau individuel qu'au niveau organisationnel. Ce qui m'amène aussi à partager un autre apprentissage qui, pour moi, s'applique dans toutes les situations. Ça amène des conversations difficiles. Oui, sûrement. Fait que pour moi, en fait, une de mes grandes conditions de succès, c'est d'écouter sans jugement. Parce que j'ai appris que ça prend de la confiance pour oser dire ce qu'on... Puis parfois, on va étiqueter les gens, on va parler des gens qui résistent, on va parler d'ambassadeurs. Puis ça, je pense que ça peut être un piège. J'assume toujours que les gens ont une intention positive. Quand on partage pourquoi ça ne va pas fonctionner, on me donne également qu'est-ce qu'on a besoin de mettre de l'avant pour que ça soit un succès. Puis il suffit simplement de le demander. Qu'est-ce que les gens ont besoin pour que ça fonctionne? Puis parfois, je trouve que le diable est dans les détails. Oui. Parce que quand on écoute, en fait, les perspectives, ça permet, en fait, d'identifier nos risques et les mitiger. Souvent, en fait, il y a déjà une gestionnaire qui m'avait déjà dit, en fait, parlant en anglais, elle disait « work your magic ». Mais pour moi, le secret du magicien, c'est ça. C'est d'écouter les gens, puis de ne pas nécessairement argumenter, mais d'accepter la perspective, puis de travailler, en fait, avec ces éléments-là pour nous donner les conditions de succès pour réussir. Bien, là, je vais te rendre hommage, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable d'écouter sans jugement. Et je trouve que c'est un des éléments qui te démarque le plus. Merci. Sincèrement. Puis, c'est peut-être ça ton magic. J'ai appris aussi, hein. Ben, t'as bien appris. Félicitations. Tu sais, je pense pas qu'on juge volontairement, mais en fait, c'est plus de comprendre. Puis j'ai appris aussi que chaque perspective compte. Tu sais, les gens, en fait, ils sont forgés ou façonnés par leur environnement puis leurs expériences. Ouais. Quand chacun partage sa vérité selon sa réalité, que ça soit au TI, au marketing, aux ventes, je me dis, c'est un peu comme les gens me donnent des morceaux du casse-tête. Puis moi, je me dis, c'est à nous de voir un peu les big picture parce que parfois, on peut se dire, on travaille en silo. Fait que cette réalité-là, elle fait partie, en fait, selon moi, de la vue d'ensemble. Bien, ça me pense ce que tu dis parce qu'il y a deux choses. Tu me disais, chaque personne a sa perspective. Tu sais, je peux te parler de mes prises de conscience là-dessus. Bon, fut une époque, je dis, je ne suis pas gêné, où j'étais convaincu que ma carte du monde, c'était la bonne. Puis là, ben, quand t'es bon, hein, t'es capable d'argumenter, Puis là, moi, mon trip dans la vie, c'était, je vais convaincre tout le monde que ma façon de voir les choses, c'est la bonne, puis je vais les rallier en les amenant dans ma carte du monde. Ça a marché des fois. Jusqu'à un moment donné, dans un contexte précis, où j'ai fait une prise de conscience en disant, attends un peu, là, non, là, je sais peut-être... De m'enfermer dans ma carte du monde, c'est probablement une façon de me priver de plein de perspectives différentes qui viendraient enrichir la mienne. Ça a l'air un peu métaphysique, mais en organisation, si tu veux mobiliser autour d'une transformation, ça ne peut pas être que d'essayer de vendre ta carte du monde. Puis j'ai un ami, ça me vient d'une conversation, je me rappelle, un verre de vin avec une de mes amies, Nadine, que je salue, qui m'avait dit, Jean-Pierre, chaque personne a sa propre carte du monde. Puis ça m'avait pas mal marqué. Puis elle avait évidemment raison, t'en parles, t'as raison aussi. Puis
effectivement, si tu veux amener une transformation, je vais aller le tester sur le terrain, c'est ça qui est le fun. On peut tester des choses. Puis, oui, je me rallie à cette idée-là, puis d'être comprendre en quoi le projet de transformation, là, il vient améliorer puis enrichir ta carte du monde à toi. C'est quoi ton gain? Qu'est-ce que ça va te donner? C'est quoi ta perspective là-dedans? Quelle brique tu vas encourager? Fait que, tu sais, quand on dit la notion d'amener un certain... bâtir le consensus là, pour créer le mouvement, là, ben ça vient de là. Fait que, tu sais, la première question, la première chose, un peu comme tu fais, mais que j'essaie de faire moi aussi, c'est de faire une petite tournée en disant, c'est quoi la carte du monde des gens, là? Ils sont où? Puis comment est-ce que tu peux arriver à proposer un projet ou scoper ton projet ou à l'amener ou à le vendre qui va chercher ces différentes cartes du monde-là? Parce que là, les gens se reconnaissent, puis là, ça crée une certaine forme de consensus, puis là, les gens y embarquent. Fait que, tu sais, ça, c'est une façon de l'amener, très concrètement à ton point ici. Puis l'autre chose, tu parlais de silo. Ça aussi, je l'ai entendu souvent, puis j'aimerais ça réagir à ça. Ah, l'organisation est en silo. Oui, mais il y a tout le temps des silos dans toutes les organisations, là, okay? Dès qu'il y a plus qu'une personne, là. Fait que c'est normal. Là, okay? Dès que tu crées une structure, dès que tu crées un système, dès que tu crées une équipe, ben c'est sûr que tu crées des silos. C'est normal. OK? Mais la job de direction puis de gestion, c'est de faire le pont entre ces silos-là. C'est à ça qu'on sert. Puis pour être capable de faire une bonne job, ben il faut que tu comprennes les cartes du monde de ces différents silos-là pour être capable de les rallier. T'sais, quelqu'un en TI ne pensera jamais comme quelqu'un en marketing. Là. Ils n'ont pas le même cerveau, ils n'ont pas le même bagage, ils n'ont pas la même expérience à ton point. Bien, si tu veux faire le pont entre ces deux silos-là, ben, il faut que tu ailles un petit peu sur comprendre, ils pensent comment ces amis de TI-là, puis ils pensent comment ces amis de marketing-là, puis que tu sois capable justement de faire la connexion entre les deux silos en disant, quand ta personne à TI, elle pense comme ça, là, puis elle voit l'organisation, puis le monde de cette façon-là, bien ça, en marketing, ça veut dire ça. OK. Je peux te donner plein d'exemples très concrets, là, pas compliqués. Là. Mais tu sais, c'est ça. Créer des liens, faire des ponts, puis c'est ça qui permet de mobiliser. Parce qu'on n'a pas tout le même bagage à ton point. On n'a pas la même expérience. Personne n'a le même vécu. Personne n'a la même histoire. Là. Personne n'a le même bagage de formation. Personne n'a les mêmes cicatrices. Ça fait qu'on prend tout ce bagage-là, là, nous, les petits humains, là, puis là, devant une situation, là, peu importe le rôle qu'on a, là, PDG jusqu'à analyste, où tout le monde est important. Puis là, on interprète tout ça, là, avec nos biais, là, puis nos réactions. Là. Fait que c'est là qu'à un moment donné, le chaos s'installe parce que là, les codes se fragmentent. Puis c'est pas de le faire juste une fois. C'est de le faire aussi en continu parce que ça bouge. Hein? Puis ça m'amène à un point, quand je t'écoutais, une conversation que j'ai eue souvent dans différents types d'organisations, que pour moi, l'idée d'un changement, ce n'est pas de l'imposer. Non. Ce que j'appelle le « make it happen ». Ouais. Dans ce cas-là, selon moi, il n'y a pas d'écoute. On parle pas nécessairement de leadership, mais on fait plus référence à notre pouvoir d'autorité. Ouais. Puis je reconnais que dans certains contextes, cela peut être utile. Mais selon moi, pas dans le cadre de l'implantation d'un changement important. Oui, je suis d'accord qu'on peut atteindre des résultats à court terme, mais il y a des coûts indirects aussi qui finissent par nous rattraper, selon moi. Ça peut créer du cynisme à la longue, ça peut désengager. Puis ce que j'ai vu aussi parfois, c'est que les gens arrêtent de s'exprimer quand on les écoute pas. Puis là, on commence à gérer avec des angles morts. Puis à la longue, les problématiques qui sont cachées, puis il y a même parfois des environnements un peu plus toxiques qui s'installent sournoisement. Beaucoup. J'ai l'impression qu'on va tranquillement vers un mur, puis ça finit par nous rattraper à la longue. Oui. Et c'est là, pour reprendre mon analogie de la maison, qu'à un moment donné, on l'a tellement pas rénové que là, il faut acheter à terre. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis je trouve que je suis content que tu amènes la notion d'autorité versus leadership, parce que je trouve encore qu'on confond les deux. Et c'est deux formes de pouvoir qui sont très différentes. Puis moi aussi, je suis d'accord, ça prend les deux. L'autorité, je suis le boss, c'est la structure qui te donne. C'est l'organisation et la structure qui te donne le pouvoir d'autorité. C'est pas toi. Ça, c'est fondamentalement important pour moi à comprendre. Parce que la minute où tu perds ton titre ou à la prochaine réorg, tu l'as plus, ce pouvoir d'autorité-là. Donc, ton pouvoir hiérarchique, c'est donné par l'organisation avec une responsabilité. Puis ça le prend. Parce qu'à un moment donné, des fois, ça prend quelqu'un qui tranche. Les deux sont importants. Des fois,
À un moment donné, dans certaines situations, je vais te demander de faire ça parce que je suis ton boss, c'est un pouvoir de coercition. Mais c'est un pouvoir à utiliser, j'appelle ça, il y a ton capital politique, là, il se vide très vite à faire ça. Puis effectivement, quand tu ne fais qu'utiliser ça, ben ça donne exactement les résultats que tu connais. Là, tu arrives dans le leadership, là, puis là, ça, c'est une autre histoire. Là, okay? Là, c'est les autres qui te le donnent, le pouvoir. C'est pas la structure organisationnelle. Puis le pouvoir, dans le fond, il vient jamais de toi. Hein? Mm-hmm. Il vient soit des autres ou de la structure. Fait que là, tu arrives dans le leadership. Puis là, comment ça que les autres te donnent cette influence-là? On peut en parler si tu veux, mais c'est aussi fascinant, mais c'est complètement des mécanismes qui sont différents. Ah, tout à fait. Puis je pense qu'on peut s'étendre, en fait, sur plusieurs axes, mais je pense que l'important à retenir quand on pense à l'idée d'une évolution avec succès, c'est que quand un changement est important, ça implique tout le monde, puis à tous les niveaux. Puis tous les départements. Donc, ça ne peut pas reposer sur les épaules de quelques personnes. Je pense au virage numérique, c'est pas juste les TI. Quand on parle de changement de comportement humain, c'est pas nécessairement juste les ressources humaines. Comme on m'a déjà dit, ça touche les gens, fait que c'est ta job. Ben non. Puis je me dis, puis je pense que c'est pour ça que c'est si difficile de rallier des gens, puis surtout quand le contexte est volatile. C'est comme un peu naviguer un voilier en pleine tempête. C'est pas mal ça. Ça déstabilise. Puis je pense que ça prend des compétences spécifiques puis une expérience en lien avec ça pour nous guider à travers ces nouvelles compétences. Ben oui. Tu disais, ça prend... Effectivement, dans le contexte où est-ce que, si on va plus du côté leadership, ou dans le fond, c'est les autres qui te le donnent, mais c'est qui tu es qui fait émerger ça, hein, la crédibilité selon le contexte et tout ça, ben effectivement, quand toi, tu es toi-même confronté à des changements, puis quand c'est déjà toi-même tes paradigmes puis tes façons de faire sautent, ben c'est un peu difficile de s'auto-analyser, de s'auto-réparer ou de s'auto-challenger tout seul. Là, OK? Ben, va être bon, là, mais fait d'avoir quelqu'un de neutre, un safe space, ou quelqu'un avec qui on peut les exprimer, ces connexions-là, ces liens-là, sachant que c'est peut-être pas les bons, pour être capable d'avoir une rétroaction puis de réfléchir sur est-ce que je devrais essayer d'autres choses ou est-ce que mon paradigme ou ma connexion mentale, là, mon lien est bon ou pas. Ça, c'est super porteur puis c'est super important parce que c'est très difficile. L'autre chose aussi que je voulais rajouter, c'était qu'effectivement, à ton point, là, je vais lâcher de quoi qui peut déplaire, mais il y a un mythe là, que les gens sont résistants au changement. Là. Moi, je ne crois pas à ça. Zéro. Okay? Les gens deviennent résistants au changement. Parce que si un humain était résistant au changement, là, on ne serait pas ici avec de la technologie en train de faire des podcasts. Là. On serait encore à l'étape d'âge de pierre à gosser avec 2 cailloux pour allumer un feu en disant qu'il ne faudrait surtout pas que ça change. Les sociétés n'évolueraient pas. Il n'y aurait pas de tension entre du conservatisme et du progressisme. On ne serait pas en mouvement. Là. On ne serait pas tanné après chaque 4 ans. Là, on veut du changement là, parce qu'on est tanné de nos politiciens. On veut passer à... On est tout le temps en train de vouloir du changement. Mais on devient résistant au changement parce que les porteurs de changement ne sont pas crédibles. C'est ce que j'ai observé. Puis là, je lance une grosse affirmation, mais j'y crois fortement. Mais je te comprends. En fait, moi aussi, je pense que les gens veulent le changement. Puis je pense que pour répondre à ce que tu viens de dire, pour moi, je pense que c'est important de préciser qu'est-ce que j'entends par changement. Oui. Pour moi, un changement, c'est une réponse, en fait, à une problématique. Donc, ça revient aussi au fait que c'est l'atteinte d'un objectif, un objectif qu'on veut atteindre. Fait que pour moi, premièrement, tout est changement. Là, mais ça implique, en fait, que, à ton point, les gens veulent que ça change parce que personne n'aime les problématiques. Mais non. C'est des irritants. Fait que quand on amène du changement, en fait, on amène des solutions. Oui. Exact. Je trouve que ta perspective, oui, c'est ça. Il y a un objectif au changement. Là. C'est pas juste de débarquer puis de dire on change ça ici. Là. Non, c'est parce qu'il y a effectivement une problématique. Puis c'est souvent que le statu quo peut pas être maintenu. Sinon, pourquoi se donner l'effort, dépenser du temps,
du questionnement, dépenser de l'argent, du CAPEX, peu importe, là, okay? Du temps de personnes, de ressources. Pour faire ça, si on n'essaye pas d'adresser un problème. Puis, à ton point, ça aussi, je l'ai souvent malheureusement vu. Là, on fait le changement sans se poser la question, c'est quoi vraiment que je veux régler? Hein? Ça, c'est un autre grand classique. Ben, on l'oublie. Il faut mettre un CRM. Okay? Ben oui, c'est super. Pourquoi tu veux mettre un CRM? Ben, ça prend ça. Okay. T'as combien de vendeurs? 2. T'es overkill, là? Et puis tu vas faire quoi avec? Surveiller des funnels. Non, c'est un CRM, c'est supposé surveiller ton cycle de vie du client. Mais on m'a dit que ça prenait ça. C'est souvent ça. Puis en tech, on va se dire les vraies affaires, là, c'est souvent ça. Là, okay? Là, ça prend de l'AI. On va faire quoi avec? Je sais pas, ça prend de l'AI. Okay? Là, on part un changement, là, puis là, on sait même pas pourquoi qu'on le fait. Après ça, on se demande, je comprends pas, les gens sont résistants au changement. Bien, c'est sûr, il faut que tu amènes du sens à ton changement. Ah, tout à fait. Puis ça revient un peu pour moi à l'importance de la communication. Oh, que oui. Tu sais, pour moi, c'est surtout pas d'envoyer un mémo. Tu sais, l'image qui me vient en tête, c'est que dans le fond, parce que ce qui arrive, c'est que, surtout avec la quantité d'informations que les gens ils sont submergés, tu essaies de créer du sens. Puis souvent, ce que j'observe, c'est que ça crée un peu... l'image que j'ai en tête, là, c'est les routes du Québec. T'sais. Il y a tellement d'informations puis d'indications contradictoires qu'à un moment donné, on ne comprend plus rien puis on ne sait plus par où passer. C'est sûr. Puis on prend pour acquis que parce qu'on a envoyé le mémo, que tout le monde a compris qu'est-ce que ça voulait dire puis qu'est-ce qui devait changer puis que ça réglait, en fait, la problématique. Puis je trouve que ça, c'est un des plus grands pièges. Oui, puis tu sais, je pense que ce qui peut amener ça, que moi j'ai vu expérimenter, des fois je l'ai fait en mandat honorable, puis j'essaie d'en être conscient, c'est que, tu sais, il y a un décalage. Mettons, là tu es en haut, là, tu regardes ça d'en haut, là, tu regardes le marché, là, puis je vais te donner l'exemple du bateau, mettons, pour illustrer mon point, là, pour que ça soit concret. Là, tu es le capitaine, là, tu es en haut, là, puis là, tu vois que, je sais pas combien de 1000 nautiques, là, il y a un orage qui s'en vient. Okay. Bon, là, toi, tu fais longtemps que tu as le temps de la voir venir d'avance. Là. C'est ça ta job. En tout cas, c'est supposé être ta job, de regarder une couple d'années en avance puis de voir où est-ce que j'amène mon bateau. Fait que là, tu commences à dire, ben écoute, il faut que je commence à changer de trajectoire. Donc là, tu parles à ton lieutenant puis tes capitaines. Ça, là, on commence à tourner. On s'en va où? Bon, un peu de degrés, je vais essayer de voir. Je sais pas si l'orage il est gros ou pas gros. On va changer de trajectoire. OK. Puis là, tu commences à travailler là-dessus là, pendant une couple d'heures, de mois, etc. Là. Fait que tout ton cheminement, tu as le temps de le faire là, comme dirigeant, là, comme leader ou comme responsable. Là. Ça fait des mois que tu fais ce cheminement-là. Là. Puis là, tout d'un coup, en disant « Hey, il faudrait informer notre équipage. » Ah oui, c'est vrai, on va les informer. Bon, cher équipage, tu avez remarqué qu'il y a un changement. Ben c'est normal, c'est parce qu'on essaie d'éviter une tempête. Fait que je vous demande votre collaboration. Merci. Bon, ben c'est fait. Ouais, mais attends un peu, là. Là, après ça, ils viennent te voir. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. OK. Alors, ils comprennent pas. Ben, mais c'est sûr que les gens comprennent pas. Toi, tu as pris 6 mois, 1 an, peu importe, OK? Puis tu as allé chercher du coaching. Toi, là, tu as tout travaillé là-dessus. Là, tu as tout fait ton cheminement là, pour voir que là, maintenant, il fallait qu'on change un peu la direction de bord. Pendant ce temps-là, ton équipage, là, ben, elle a continué à faire rouler le bateau. Ils l'ont pas eu, ce moment-là, 6 mois, 12 mois là, de réflexion puis de cheminement, là. Fait qu'il faut être aussi conscient que quand nous autres, on est prêts à faire le changement, ben, il faut amener les autres. Là, parce qu'eux, ils n'ont pas eu le luxe d'avoir les mois, les semaines, peu importe, de cheminement, puis de travail, puis d'accompagnement, puis de réflexion que toi, tu as eu. Fait que là, après ça, il ne faut pas tomber en bas de notre chaise en disant, ben mon Dieu, ils n'ont pas cheminé. Ben non, mais c'est normal, ils n'ont jamais eu, ils n'ont jamais pu. Mais à ton point de la communication, quand tu te rappelles que toi, tu as eu cette opportunité-là, mais que tu leur as peut-être pas laissé ou qu'ils ne l'ont pas eu, ben je pense que ça génère une certaine bienveillance et une certaine humilité. Là. De dire, écoute, il faut que je leur explique le changement, puis pourquoi qu'on fait ça. Puis il faut qu'ils l'adoptent. Puis pour l'adopter, ben, j'appelle ça un peu du marketing, mais tu sais, il faut que tu leur positionnes. Puis c'est quoi les gains qui, eux, vont retirer, là? Des fois, la tempête, je vous ai écouté la gang. On va être obligé de virer le bateau de bord. Puis là, ça va rallonger le trajet de 2 jours. Puis je sais que vous avez hâte d'aller voir votre famille. Mais si on le fait pas, là, je vous garantis que ça va être la pire tempête puis que ça se peut que le bateau coule. Ah, on comprend pourquoi, mais c'est pour ça.
Je suis désolé. J'aurais aimé ça que vous rentriez au port, voir votre famille 2 jours plus tôt. Mais là, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse tourner le bateau, puis il faut que je prenne un détour. Mais quand tu leur expliques, là, les gens, ils comprennent. Il n'y a personne de con. Là. Fait que, tu sais, ça revient à ta notion de communication. Là. C'est envoyer un mémo, salut, c'est ça qu'on fait, ça marche pas. Là. C'est important. Là, dans le fond, je veux juste être clair. Sauf que je me dis, il ne faut pas juste que ça repose là-dessus. Puis je pense que c'est ça le défi pour l'idée. C'est ça l'amène des conversations difficiles. Puis parfois, on n'ose pas ou on ne sait pas exactement comment s'y prendre. Puis j'aime beaucoup ce que tu me dis, puis je me disais, il n'y a pas de mauvaise intention là-dedans. Parce que pour moi, ce que j'ai appris, pour avoir été au cœur un peu de ces stratégies-là, c'est que, premièrement, les gens sont intelligents. Ben oui. Il faut être honnête. Il n'y a personne de con, là. Dans le sens où, tu sais, pour moi, des fois, il y a des conversations difficiles, comme des fois des pertes d'emploi, en fait, qu'on peut anticiper, ou des responsabilités qui changent. Puis, un des pièges, selon moi, c'est d'embellir la situation pour être rassurant. Parce qu'on ne veut pas désengager. Mais en fait, j'ai appris que c'est l'authenticité qui est payant, parce que ça motive les gens de changer. Puis de ne pas attendre pour le faire, parce que justement, les gens vont s'engager à changer, puis il ne faut pas qu'il soit trop tard. Ouais. Oh, l'authenticité. Moi aussi, j'ai entendu. J'ai déjà eu un coach il y a quelques années qui me disait, Jean-Pierre, si on n'est pas authentique, si tu es trop lisse, les gens ne pourront pas s'accrocher à toi. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Bon, là, ça veut dire je vais être complètement qui je suis et peu importe si j'ai des états d'âme aujourd'hui, je vais tout vivre ça devant tout le monde. Non. Non, je pense pas que ça veut dire ça. C'est de trouver son juste milieu. Parce que, tu sais, je vais reprendre l'exemple du capitaine. Là. C'est sûr que si le capitaine débarque du centre de pilotage, puis que là, qui se met à paniquer en étant anxieux, en disant « On va tous mourir, mais je vais essayer de faire mon possible », c'est sûr que c'est pas très rassurant. Bon, est-ce que lui, là, dans sa cabine personnelle, là, il fait un petit coup de sac à papier brun en disant « My God, c'est la tempête du siècle, je vais-tu être capable? » Garanti que oui. OK? Mais il y a une certaine posture qu'il faut que tu aies avant des équipes. Par contre, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas que les gens... Parce que dans le changement, là, les gens ils vont vouloir voir, OK, y a-tu quelqu'un qui va m'amener à la bonne place? Là, okay? Puis là, si tu es en train de paniquer, c'est pas trop rassurant sur le leadership. Là. Pas sûr qu'ils vont te donner bien de l'autorité là-dessus. En même temps, si tu es dans le négationnisme en disant tout va bien, blablabla, puis tu leur sers un peu du Kool-Aid corpo, là, de dire que nous continuons à créer de la valeur avec nos... OK, les gens, ils savent aussi que c'est pas une vraie histoire. Fait que je pense qu'effectivement, il faut que tu appelles l'intelligence aux gens de dire, à mon exemple, là, il y a une tempête. Ça se peut que ça soit une méga grosse tempête. Okay? Ça va tanguer. Okay? Bon. On va faire un long détour. Finalement, ça sera peut-être pas 2 jours de retard qu'on va arriver pour voir vos familles au port, ça va peut-être être 5. Mais on va se tenir, on va être correct. Je compte sur vous autres. Puis je préfère prendre moins de risques, plus de temps avant d'arriver au port, que de risquer que vous rentreriez jamais. Hein? Ça, pour moi, mettons, quelque chose comme ça, c'est d'expliquer les choses telles qu'elles le sont, là, sans avoir l'air d'être le gars ou la fille en état de panique, là, qui essaie d'être authentique avec... non, c'est pas ça. Puis des fois aussi, l'authenticité, c'est de dire... des fois, j'ai cette réflexion-là. T'es qui, toi, pour demander aux autres de changer? Tu te prends pour qui? Ouais, le matin, là. Okay. Ah, ben là, il faut innover ici, là. Vous allez tout innover. OK, tu te prends pour qui, toi, pour dire ça aux autres, là? Tu sais, c'est quand même un privilège, là. Puis une responsabilité, là. Fait que, tu sais, des fois, il faut que tu le regardes aussi avec un petit peu d'humilité. Puis j'essaie toujours de dire, puis je suis pas parfait, mais j'essaie souvent aussi, puis je le dis. Là, le changement, là, c'est le deuxième élément, pourquoi les gens sont pas... Commence donc par l'incarner toi-même avant de demander ça aux autres, là, parce que c'est souvent là que la crédibilité casse. Alors, je veux innover, mais moi, je suis pas capable de prendre des risques comme dirigeant. Là. Oublie ça, là, OK? Tu as besoin qu'ils te présentent 2
présentation où est-ce qu'au lieu de les féliciter d'avoir pris un risque, tu leur demandes de présenter 28 pages PowerPoint de plan de contingence parce que tu n'es pas capable de prendre un risque, garantis que ça va se terminer là. Je suis contente que tu aies eu le courage. L'authenticité, elle se trouve là. Oui, tout ça va revenir à l'authenticité. Mais je pense que j'aime le fait que tu aies eu le courage de mentionner ça parce que je pense qu'effectivement, parfois, on a tendance à penser que c'est les autres qui doivent changer, mais on oublie que nous aussi. Quand un contexte change, ça nécessite que l'on change. Ouais. Puis, tous sans exception. Moi, c'est tous et toutes, sans exception. Puis je sais pas pour toi, mais moi, au niveau personnel, en fait, j'ai jamais attendu après une organisation pour élargir mes connaissances puis développer mes compétences. Surtout pas. Tu sais, parce que parfois, on va tomber dans le piège des programmes de formation et tout ça. Individuellement, moi, j'encourage tout le monde à le faire. Ouais. C'est de... Si ton contexte change ou toi, tu veux travailler sur certaines choses, commence par toi, ose. Ben, c'est sûr. C'est sûr, parce que ce que tu disais, tu sais, le reflet que je ferais avec ça, ce que tu disais, tu sais, chacun a son histoire, là. Chacun a son petit parcours, chacun a ses intérêts, ses expériences. Tu sais, comme gestionnaire, tu peux identifier des forces de la personne, tu peux l'aider, tu peux essayer de faire le meilleur match possible entre le besoin de l'organisation, puis tu sais, les compétences, puis le potentiel de l'employé, puis après ça, tu peux l'outiller. Mais tu peux pas la suivre à sa place, la formation. Tu peux pas forcer la personne. Fait que, je suis absolument d'accord. Tu veux aller où? Puis ça, c'est dur à répondre. Je vais être honnête, là. Moi, j'ai eu... Oh my God! Plus que 20 ans, là. Parce que quand tu commences ta carrière dans le corpo, hein, c'est le fun, le corpo. Tu as plein de ressources. Tu as du reach. Mais on t'apprend aussi à occuper ta case et à respecter ta case. Et si tu veux élargir ta case, ben là, il faut que tu grandisses ton empire et tout ça. Là où je m'en vais avec ça, c'est que dans le fond, tu fais ta carrière en démontrant que tu es de plus en plus meilleur à occuper la case qu'une organisation veut. C'est rough ce que je dis là, mais c'est quand même ça la game. Okay? Mais là, le piège, c'est parfait. Mais le piège de ça, c'est que toi, c'est quoi la case que tu as besoin et que tu veux avoir? Puis ça, il n'y a personne d'autre qui peut répondre à ça. Puis tu sais, j'ai souvent eu des discussions, puis moi-même, là, qu'est-ce que l'entreprise veut que je sois? Ben, ce que tu veux. Okay? Oh, c'est déstabilisant. Okay? Puis tu souris, puisque je pense qu'on a déjà eu ces discussions-là, toi puis moi. Puis ça fait pas si longtemps que ça que j'ai compris la patate. Je suis pas sûr encore que je le maîtrise à 100%, mais je travaille là-dessus, pour être très humble. Mais à ton point, il y a juste toi qui peux répondre à ça, parce que dans le fond, c'est ton histoire. Puis après ça, la case, on va la trouver. Mais si tu passes ta carrière à essayer de te mouler à la case sur laquelle on veut, ça se fait. Ça se peut. Mais le danger de ça, c'est que tu vas te perdre. Ah, tout à fait. Puis c'est très sage. Puis je pense que ça, c'est le développement de soi, c'est une aventure, en fait. Là, c'est une aventure d'une vie. C'est un carnet de voyage. Mais je pense qu'en résumé, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur les conditions de succès puis les pièges. Ouais. Je pense que ce qu'on a nommé, c'est, selon moi, les plus importants que j'ai observés. Mais ce que je dirais, c'est que pour moi, l'idée, une évolution avec succès, c'est aussi un changement de mindset. Ah oui. C'est un travail d'équipe. C'est un travail sur soi. Mais je trouve que c'est une aventure qui est tellement palpitante que j'ai envie que les gens, en fait, découvrent aussi cette passion-là d'évoluer. Ben, je le souhaite à tes clients. Là, je vais te faire un peu d'autopromo, mais je pense que tu es très bonne pour accompagner les gens là-dessus. Puis, oui, je pense que c'est une belle aventure d'aller à la découverte de soi-même. Dans le sens, c'est peut-être, je veux pas être cliché quand je dis ça, parce qu'il y a plein de gens qui disent non, mais la découverte de soi et tout ça, bon, ça a l'air un peu zen et limite métaphysique et un peu new age ou peu importe, là. Mais dans le fond, là, c'est vraiment ça, là. Pourquoi? Parce que dans le fond, quand tu es dans une position même d'autorité ou même de leadership, c'est toi l'instrument, là. C'est qui que t'es, c'est tes réflexes, c'est tes choses.
Puis si tu fais pas ça, ben je pense qu'à un moment donné, quand il arrive avec des changements, tout ça, ben tu vas rester tout seul dans ton histoire puis dans tes paradigmes. Puis à un moment donné, il va y avoir une petite cassure qui va arriver. Puis là, ben quand il y a une cassure qui arrive, ben il n'y a pas bien de solution, là. C'est, ou ben non, ton équipe te suit plus, tu changes l'équipe au complet, mais ça arrive pas souvent. C'est l'entraîneur ou le capitaine qu'on change. Puis ça, je le vois. Après ça, le capitaine s'en va, mais là, il n'a pas évolué. Fait qu'il recommence la même pattern tout le temps. J'avais une de mes coachs qui me disait, la vie va t'envoyer les mêmes pots de bananes jusqu'à temps que tu apprennes à marcher à côté. Et my God, qu'elle avait raison. Fait que, tu sais, c'est un choix personnel aussi. Puis, il n'y a pas de perfection là-dedans. Il y a des journées où je reviens chez nous en disant, my God, c'était pas ma meilleure. Okay. Puis, tu le sais, je suis assez exigeant envers moi-même, là. Je limite un petit peu d'autoflagellation, là. Mais mon point là-dessus, c'est que, ben, si tu le fais pas ce chemin-là, ben, tu vas tout le temps retomber dans le même pattern. Devant la même situation, tu vas prendre les mêmes décisions. Devant la même crise, tu vas reprendre les mêmes affaires. Fait que, comment tu peux amener une organisation ailleurs si tu es toi-même toujours dans les mêmes patterns? C'est un peu tough ce que je viens de dire là ce matin, mais c'est quand même ça. Non, effectivement. Puis je pense que c'est là toute la valeur ajoutée, en fait, là, d'être accompagné. Je pense qu'un des défis aussi qu'on n'a pas nommé, mais qui est sous-jacent, c'est d'avoir l'impression d'être seul sur son île à un moment donné. Fait que d'avoir cet espace-là pour partager, c'est aussi ça, en fait, l'intention de s'entourer, puis l'importance de s'entourer. Ben, je peux pas être plus d'accord aussi. Puis, tu sais, l'île, tu le sais, pour moi, c'est une symbolique particulière. Je recherche les îles, j'ai cherché mon île. Puis, sais-tu quoi? T'as raison, l'île est dans le dedans, là. C'est toi, c'est ta collectivité. Puis, ouais, de voir le, tu sais, c'est de s'entourer. Parce que ça se fait pas tout seul, ces affaires-là. Mm-hmm. Tu peux pas prendre sur toi toute la charge. Ça aussi, je peux t'en parler, je l'ai essayé. Puis c'est pas super top. Hein? Parce qu'à un moment donné, tu vas finir par t'épuiser. Puis là, quand t'es bien fait, là, puis t'es fait fort, là, t'es capable d'en prendre. Okay? Mais à un moment donné, tu vas finir par t'épuiser pareil. Puis parce que tu vas être pogné pour tout porter ça toi-même. Toute la pression, le poids, les solutions. Puis en plus, parce que tu utilises juste ton pouvoir d'autorité, tu vas être obligé de continuellement pousser sur le monde. 2 charges. Utiliser un petit peu de leadership, convaincre, mobiliser. Puis dans le fond, quand est-ce que tu sais que ça marche? C'est que tu as créé un mouvement. Ça bouge. Ben oui, en physique, là, je pense qu'il appelle ça l'entropie, là, ça prend beaucoup d'énergie pour pousser au début, pour créer le mouvement, mais plus le mouvement s'installe, moins ça te prend l'énergie. Bingo! Puis là, le mouvement, il s'installe. Puis comment tu le fais, le mouvement? Ben exactement à ton point. En expliquant les choses. 2, en appelant l'intelligence aux gens. 1, en leur donnant les moyens, puis le bon contexte pour qu'ils puissent t'aider. C'est sûr. Il faut qu'on change, donnez-moi vos idées, mais je ne vous donnerai jamais le OK pour les faire. Je vais tout, c'est moi qui. Ça ne marche pas non plus. Il faut que tu les empower. Il faut que tu fasses le mouvement. Puis pour faire ça, j'ai écrit un petit post là-dessus. Dans une posture de leadership, ben il faut que tu crées un consensus. Puis quand je dis un consensus, là, c'est pas de faire un petit peu de tout, là. Okay? Mais il faut que tu fasses un consensus sur le pourquoi il faut changer. Il faut qu'il soit convaincu que c'est la bonne affaire, mon histoire de la tempête. Il faut qu'il soit convaincu qu'on va avoir des bonnes conditions de succès parce que personne ne veut se sacrer dans une tempête puis mourir là parce que ça nous tente de l'essayer. Puis pour arriver à faire ça, ben il faut que tu comprennes eux autres c'est quoi leur carte du monde puis comment leur parler parce que sinon tu ne seras pas capable de régénérer ce consensus-là puis ce mouvement-là. Je ne sais pas si ça te pense ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Puis après ça, pour le faire, tu peux utiliser le branding, le storytelling. Tu sais, c'est une façon de communiquer, c'est une façon de parler de façon neutre à des gens qui ont des perspectives, des histoires, des vocabulaires différents. Là, on pourrait en parler longtemps, mais c'est la notion de mouvement qui est important. Puis oui, au début, ça prend de l'effort. Mais après ça, ça se porte.
Entièrement d'accord avec toi. Puis je pense que c'est là où éventuellement on voit sur le retour sur investissement en fait de nos efforts. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'espère que ça te. Merci de la conversation. On a toujours du fun, mais ça me faisait plaisir de le faire devant le micro avec toi. Oui, puis merci à tous ceux en fait qui ont pris ce moment-là avec moi sur Impact. Si ce sujet en fait vous interpelle, vous vivez des défis similaires, sachez que vous n'êtes pas seul. Donc n'hésitez pas, retrouvez-moi en fait sur LinkedIn. Vous pouvez aussi visiter notre site web sur leadershipevolution.ca. Vous pouvez même rejoindre notre communauté à notre infolette pour en savoir davantage. Donc, à très bientôt. À bientôt.